Je crois qu'il y a trois éléments fondamentaux pour que des programmes comme le vôtre puissent survivre de manière utile. Programme, moi, j'ai pas de programme. Non, mais je parle des programmes ANR, ça c'est soutenu pour faire des études comme ça. Pour que ça progresse, il faut, qu'on ait quand même un minimum d'évaluation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, combien de mètres carrés d'albedo faut-il modifier pour, est-ce qu'on arrive à un chiffre réellement réaliste ou pas? C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure aussi sur le stockage du carbone. Donc, moi, il me manque vraiment un tableau même élémentaire, même encore très faux, qui compare un peu... On n'a pas voulu le faire. Je vais vous dire, on l'a fait. Oui, mais c'est nécessaire. On l'a fait, mais il y a tellement d'incertitudes. Il y a tellement d'incertitudes. On l'a fait dans le cadre, on a fait une demi-journée tous ensemble, et on a essayé de mettre des plus, des moins, des choses comme ça. Et je dirais, on en a même parlé avec le groupe, et il y a vraiment beaucoup trop d'incertitudes. Mais je crois qu'Hervé, qui a suivi ce travail, voulait intervenir. Je finis ma question, puis je lui passe la parole, parce que ça c'est le premier point. Il n'y a pas de mauvais chiffre. Le seul mauvais chiffre, c'est celui qui n'a pas d'incertitude. Il faut donner un chiffre avec une incertitude, sinon on bricole. La deuxième chose après ça, c'est qu'il faut classer toutes ces méthodes sur un point de vue durabilité au moins suffisante. Puis après ça, il y a le dernier point, c'est est-ce que c'est réversible. Donc on va avoir les trois questions. Est-ce que c'est abordable? Est-ce que c'est plus ou moins durable? Est-ce que c'est plus ou moins réversible? Si je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse, mais... Et après, là... Oui. Une des manières dont j'avais compris le développement de l'ANR, et en tout cas je sais que c'était l'opinion d'un certain nombre de personnes, c'est aussi un problème de posture publique par rapport à des débats qui sont nés de pas grand-chose. C'est-à-dire que quand on a commencé à parler d'ensemencement par des aérosols dans les journaux, j'avais eu d'études avant, mais c'est venu dans les journaux, ça s'est habillé du mot géo-ingénierie pour faire croire qu'il existait une science derrière, mais il n'y a jamais eu de science. Et c'est devenu un alibi pour ne pas prendre d'autres mesures. Donc ce côté alibi de la géo-ingénierie est un côté qui est extrêmement important. Et donc, je réagis par rapport à l'idée de... Alors, les réflexions qu'il y a eu, j'ai eu une discussion avec Olivier Boucher, c'est de se dire quand même, à un moment donné, il faut que les scientifiques type CNRS, académiques, se saisissent de ça, et puis et les arguments pour être capable de répondre à toutes ces interrogations qui sèment le trouble et qui empêchent effectivement la prise de mesures. Donc la question c'est jusqu'où il faut en parler. Alors là je suis moins sûr. Est-ce qu'on doit faire ces recherches et puis les garder comme des arguments qu'on a sous le coude? En parler un peu trop, c'est quand même, quoi qu'on fasse, même si les arguments sont bons, même si les chiffres sont justes, même s'ils ont des parts d'incertitude correctes, c'est alimenter une boîte à fantasmes qui va avoir des rétroactions sur ce qui se fera en termes de... Donc ce problème de qu'est-ce qu'on utilise dans ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on communique me paraît un élément absolument essentiel pour ce problème de géo-ingénierie. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Mais je suis effectivement... Je reprenais une phrase là qu'on a écrite dans le compte rendu final. C'est justifier la géo-ingénierie en évoquant le gain de temps qu'elle nous donne dans le changement climatique et moralement répréhensible. Effectivement, dans la mesure où beaucoup de techniques engagent des générations futures, certaines peuvent être arrêtées sans effet boomerang. Donc il y a quand même un problème, c'est il ne faut peut-être pas en parler trop, il faut peut-être pas... ou alors parler vraiment des risques pour que les gens se rendent compte. Et vous verrez la conclusion des travaux, c'est de dire il faut vraiment travailler sur les aspects risques, éthiques de ces techniques-là. Il y a des gens qui travaillent sur les aspects techniques, quelques-uns, pas beaucoup, mais il y a des financements pour les techniques d'insémination, d'ensemencement de l'atmosphère. Il y a des financements, il y a des entreprises qui se positionnent, qui font des études. La question, c'est effectivement vraiment se poser et faire apparaître ces problèmes d'irréversibilité, ces problèmes d'incertitude. En général, on conçoit quelque chose, on le comprend, on le contrôle, ça fonctionne bien. En géo-ingénierie, on est à peu près sûr qu'on fera des choses dans lesquelles on ne contrôlera pas tout.
Et enfin, on peut imaginer, peut-être que les scientifiques sont capables de nous dire, mais le sentiment que moi j'ai eu très fortement, c'est que c'est tellement compliqué que quand on va commencer à toucher des processus naturels, et si on commence à se lancer à toucher des processus naturels, il y aura des choses qu'on déclenchera et qu'on ne contrôlera pas forcément. Alors ça sera peut-être bien, mais ça sera peut-être pas bien. Oui, non, moi je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec cette discussion. Je crois qu'il faut se méfier beaucoup de ce terme géo-ingénierie qui peut recouvrir les choses les plus vastes. Quand on a discuté longuement d'Agen, je ne crois pas que ce que l'on va faire à Agen va faire autre chose que de diminuer l'îlot de chaleur urbain autour d'Agen. Ce qui peut être important pour les gens d'Agen, mais ce n'est pas quelque chose qui est à l'échelle du globe, à l'échelle de la Terre. Et on a parlé tout à l'heure de reforestation. Mais la reforestation, c'est gentil, mais c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire que vous absorbez du CO2 quand vous faites croître la forêt, et ensuite, elle se maintient en équilibre. Par contre, si vous utilisez le bois pour faire, par exemple, de l'énergie, que vous récupérez le CO2 correspondant que vous l'enfouissez, et que vous faites repousser la forêt, à ce moment-là, vous avez un autre processus qui s'apparente aussi à la géo-ingénierie, et qui ne présente probablement pas les dangers potentiels d'acidifier l'océan en y mettant de la limaille de fer ou de perturber le climat localement en faisant des injections d'aérosols soufrés qu'il faudra renouveler régulièrement et qui auront quand même un effet local tout à fait substantiel. Donc, d'ailleurs, je voudrais, pour terminer, faire remarquer que dans les scénarios du GIEC, qui sont les moins émissifs, les seuls qui permettent d'envisager de ne pas trop dépasser les 2 degrés, il y a à un moment donné des émissions négatives. Et ces émissions négatives, elles sont faites précisément par le procédé que je disais. Alors le bois, on peut aussi s'amuser à le faire pousser, le couper, et puis le stocker. Et quelque part directement dans le sous-sol, dans le fond de la mer, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est des choses qui sont probablement pas extrêmement dangereuses. Donc, il me semble qu'il faut distinguer différents types d'ingénierie, et il y a par contre les choses les plus risquées. Ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, me semble-t-il, du point de vue recherche, c'est d'essayer d'évaluer quels pourraient être les risques potentiels de ces technologies, de façon à ce que, si jamais un jour on est obligé d'envisager d'y recourir, parce que vraiment le réchauffement climatique atteint des valeurs qui sont totalement insupportables, pouvoir comparer sainement les risques de vivre avec ce réchauffement climatique horrible ou d'employer les techniques de géo-ingénierie. Vous rejoignez en partie, effectivement, la conclusion qu'on a tirée de nos travaux, effectivement. Moi, je ne peux pas me retenir de faire une mauvaise plaisanterie. Allez. On est en train d'envoyer des satellites dans l'atmosphère. C'est déjà de la géo-ingénierie involontaire, puisqu'on a maintenant une couche de débris, etc. Est-ce que le bilan a été fait? Deuxièmement, vous savez, ou vous ne savez pas, que nous envoyons des pellicules dans l'atmosphère, les animaux, etc., qui ont une couche de pellicule qui est satellisée dans l'atmosphère, je ne sais plus à quelle altitude, mais une belle épaisseur, et qu'avec l'augmentation de la population mondiale, ça va aussi augmenter. Donc on fait de la géo-ingénierie. Je vais juste terminer par une petite réflexion. Une réflexion que je vais reprendre un peu la main, parce que l'objectif c'était de vous donner la parole, mais reprendre un petit peu la main. Juste une autre réflexion qui est arrivée, c'est les analogues naturels. Parce qu'effectivement, si on a pensé à mettre du soufre dans l'atmosphère, c'est parce qu'on a vu les volcans. Si on a pensé à la fertilisation des océans, parce que c'est parce qu'on a vu des zones sans fer et des zones avec fer, et on s'est dit, tiens, il y a autre chose. Et là aussi, une réflexion assez importante, c'est qu'il ne faut pas se dire si la nature l'a fait, alors on peut le faire, parce que c'est dans un processus très complexe et que il faut prendre avec beaucoup de précautions, et c'est la réflexion aussi, ces analogues naturels, parce que la manière dont c'est fait dans la nature, c'est pas exactement forcément la manière dont on le fera. Voilà, donc on a
on a balayé un peu les sujets incertitude, réversibilité. Vous avez compris qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont irréversibles. Les risques, la gouvernance, bon, les aspects économiques, c'est autre chose, c'est pas très intéressant. Tous les aspects éthiques. Alors, pour terminer, je voudrais juste vous présenter une publication qui va sortir dans quelques semaines. Alors, je ne sais plus très bien, je crois que la version anglaise va être publiée, la version française, on la mettra en libre. C'est 4 scénarios de géo-ingénierie. Et je vais vous les présenter, je vais essayer de vous les raconter rapidement pour vous illustrer un peu ce qui pourrait se passer dans les bons cas ou dans les mauvais cas. Premier cas, c'est l'adaptation suffit. Dans ce scénario, la géo-ingénierie se développe parce qu'elle n'est ni nécessaire ni recherchée. Donc ça, c'est le cas idéal. Bon, Paris 2015. Alors là, on a pris comme base la discussion Paris 2015. Qu'est-ce que ça donne? Paris 2015 est un demi-succès. On arrive à trouver un accord de principe. Chacun fait un peu ce qu'il veut, mais avec de la bonne volonté. Il se trouve que le réchauffement planétaire s'avère modéré, donc ça arrange plutôt les choses. Hein. C'est des scénarios, hein, je rappelle, c'est des scénarios. Et puis on voit que y a d'autres enjeux environnementaux, la raréfaction des ressources, la biodiversité qui monte de manière extrêmement puissante, et qui fait que tout le monde se tourne naturellement vers une économie verte. Les industriels se tournent vers une économie verte, qui a l'avantage aussi, en travaillant sur les ressources, qui diminue aussi le CO2. Bon, dans ce scénario, il n'y a pas aussi une croissance extrêmement importante, la population se stabilise. Là, je vous dis aussi, c'est un scénario, vous allez voir les scénarios désagréables. Et en fait, on n'a pas besoin vraiment de géo-ingénierie. À la fin du siècle, on est à moins de 2,5